Est-ce que tu aimes One Piece? Probablement, ou du moins tu en as entendu parler. Et ben je suis tombé récemment sur un manga qui a commencé en juillet qui me semble hyper prometteur. Et il y a clairement une vibe très One Piece, avec un mélange de fairy tale pour le système de puissance et d'humour. Tu vas vite comprendre pourquoi. C'est écrit par Atasaka Ao, un jeune mangaka qui avec un one-shot a gagné la mention spéciale du 108 Rookie Manga Award du Shukan Shonen Magazine de Kodansha, le grand rival de la Shueisha et de son illustre Shonen Jump. Ce one-shot, il a donc été sérialisé et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Ça s'appelle Galaxias, au moment où cette vidéo est tournée, il y a 11 chapitres de disponibles et on va donc lire ensemble les 4 premiers pour te donner une idée de ce que Galaxias a sous le coude. Jiho est une ado qui habite sur une île à l'ouest du royaume de Laniakea. C'est la fille du maire de la ville et elle n'a qu'un rêve, s'échapper de sa campagne et de cette île pour découvrir le monde. Cependant, son père il est pas du même avis, et il va alors utiliser ses pouvoirs d'homme-dragon afin de la paralyser, ce qui va lui valoir les foudres de sa fille. Jiho va alors expliquer pourquoi elle veut explorer le monde, car il est si grand que ce serait dommage de ne pas le voir tant qu'on est en vie. Ce à quoi son père va répondre que ça ne sert absolument plus à rien et que personne ne s'intéresse à ça, car tout a déjà été exploré. Le plus haut point du monde, les textes anciens et mystérieux ont été traduits, et les démons de la jungle sont au final que des cousins du chat. La personne ayant réalisé tout ça est le plus grand explorateur, Yuri Holst, qui s'avère être bizarrement le héros de Jiho et une personne que déteste le maire. Après une énième tentative de s'échapper de Jiho, elle va se retrouver à pêcher et une énorme chose va mordre. Un humain un peu bizarre, et il s'avère que c'était quelqu'un qui nageait depuis ce matin et qui était à 2 doigts de mourir. Il va alors la remercier et dire qu'il avait entendu que c'était la règle dans ce monde. Car Jiho va apprendre juste après que cette personne n'a plus aucun de souvenir de qui il est ou de ce monde. Jiho va alors l'amener dans sa base secrète, le phare de l'île, où il va découvrir des livres plus ou moins intéressants. Il va alors sortir son journal et noter « Jour 375, une nouvelle ville, l'océan est énorme !» Pendant ce temps, au large de l'île, un énorme pont de sel est apparu et avec ça un mystérieux homme qui cherche quelqu'un. Jiho est encore avec l'homme qu'elle a pêché et elle lui fait découvrir plein de choses, comme comment préserver des aliments en les mettant en conserve, et elle va alors lui raconter son rêve de partir de cette île, de rencontrer des gens, voir des choses et tout noter dans un livre pour que les générations futures puissent le lire et leur donner envie de voyager comme elle. Mais ça ne reste qu'un rêve de gamin car son père est formellement contre cette idée et que pour elle, ce n'est pas juste de ne pas pouvoir choisir où l'on est, mais qu'elle ne peut pas s'y opposer car c'est lui qui l'a élevée. Cependant, l'homme va lui dire en la traitant d'idiote plusieurs fois, on voit qu'il n'a pas tout oublié, surtout au niveau des insultes, en lui racontant que si elle veut vivre son aventure, qu'elle le fasse et que personne ne peut s'y opposer. Et lui demande ce qu'elle veut faire, et cela va la motiver à réaliser son rêve. On va changer de décor pour voir le maire et un habitant de l'île discuter du pourquoi il ne veut pas qu'elle voyage, en racontant que la valeur humaine est déterminée par comment tu sers la communauté et que la fille du maire ne peut donc pas quitter ce village. Jiho et l'homme discutent alors car il veut partir à la nage vers la prochaine île, en lui expliquant qu'elle va essayer de convaincre son père de la laisser partir. Et c'est alors que Jiho va prononcer le mot Néraïd pour nommer cette personne qui n'avait pas de nom. C'est le héros de son livre préféré, Galaxias. Il va l'adorer et faire la promesse de se revoir autre part un jour. Et c'est alors qu'il va partir à la nage vers l'horizon. Jiho, qui a trouvé la motivation pour parler à son père, va le croiser en pleine forêt dans la nuit et étrangement il va lui donner la permission pour partir de l'île. Jiho ne comprend pas trop et son père insiste pour qu'elle parte très vite, car l'homme qui était arrivé avec ce pont était en vérité à la recherche de Jiho et son père s'est battu pour la protéger. L'homme va alors se présenter et dire qu'il s'appelle Yerkes, et que c'est un chevalier dragon du gouvernement et qu'il a comme mission d'exécuter Jiho pour trahison. Trahison de quoi? D'être la fille du plus grand aventurier, Yuri Holst, une chose que le maire lui cachait depuis le début. Ok, pause. On va faire un mini débrief car le premier chapitre il est assez long et on a déjà eu beaucoup d'infos. Franchement le début de chapitre il est très bien, ça se lit vite, il y a de l'humour, des mystères, les deux protagonistes sont très attachants que ce soit Jiho ou Néraïd. Le twist que Jiho soit la fille de Holst m'a un peu surpris car je m'attendais pas à un twist comme ça au beau milieu du premier chapitre. Pour moi c'était vraiment une fan de Holst et qu'elle voulait suivre les pas de son idole. L'idée des hommes dragons qui ont des pouvoirs, ça semble très prometteur. Surtout que les pouvoirs, ils ont vraiment l'air d'être particuliers et pas des pouvoirs basiques, genre maîtriser les éléments. Même si ça m'étonnerait pas qu'on voit des dragons puissants manier ce type de pouvoir. Allez, continuons ce chapitre très prometteur. On va alors apprendre que Yuri Holst est actuellement recherché pour avoir assassiné le leader suprême, le roi dragon. Jiho va alors comprendre pourquoi le maire ne voulait pas qu'elle parte à l'aventure et qu'elle vive une vie paisible sur l'île. Le maire va alors vouloir se sacrifier à la place de Jiho car elle n'a rien à voir avec ça, et lorsque Yerkes va vouloir attaquer le maire, Jiho va attraper son fusil et l'empêcher d'attaquer, car c'est elle qui le recherche. C'est alors que va commencer un combat entre Yerkes, le maire et Jiho,
Yerkes va leur expliquer son pouvoir de dragon, le dragon de la mesure. Tout ce qu'il touche, il peut augmenter sa taille, que ce soit des cailloux, des arbres ou même les os, ce qui explique l'état du maire. Yerkes va alors voir que Gio est gravement blessée au sol et va se diriger vers elle pour en finir, pendant qu'elle remet en question sa vie et ce qu'elle sait sur le pourquoi le maire l'a protégée durant ces années, et va alors s'en vouloir. Yerkes va vouloir achever le maire et c'est alors que Gio va se rappeler son rêve, des mots de Néréide, et elle va alors trouver la détermination pour combattre l'homme dragon. Pour avoir tiré sur le chevalier dragon, elle va alors être officiellement déclarée traîtresse et il va alors avoir aucune pitié. Le maire va lui dire de courir et qu'elle n'a aucune chance contre lui. Mais c'est alors qu'elle va enfin choisir de vivre sa vie et que c'est hors de question qu'elle le laisse se faire tuer. Le maire va alors se souvenir de quand Holst lui a donné la charge d'élever Gio en disant que cette fille était un espoir. Elle va charger sur Yerkes qui va être confiant qu'elle n'a aucune chance de le battre avec qu'un fusil. Et c'est alors qu'elle va cracher une balle, ce qui va le déstabiliser et elle va réussir à frapper la balle, ce qui va faire exploser la cartouche pour l'aveugler. Et même si c'est un homme dragon, il reste un homme et Gio va lui assonner un joli coup de pied pile là où il faut. Il va cependant se relever furieux et c'est là que notre héros arrive pour l'empêcher d'attaquer Gio. Néraïde est arrivé car au final l'océan ça lui faisait trop peur de nuit et qu'il voulait rester sur l'île avec Gio en disant qu'au final elle n'est pas si chiante que ça. Yerkes va vouloir attaquer Néraïde qui va esquiver son attaque et qu'après avoir mangé un bon repas il a retrouvé ses forces. Et c'est là que ça va commencer. Car Néraïde n'est pas quelqu'un d'ordinaire, mais c'est lui aussi un homme dragon. Le combat avance et Yerkes lui dit que s'il continue à défendre la fille d'un traître et que s'il frappe le chevalier dragon, cela pourrait démarrer une guerre. Ce que Néraïde répond par « j'en ai rien à foutre de ça », en assénant un coup de poing surpuissant à Yerkes qui va tomber dans les pommes. Néraïde va alors proposer à Gio de venir avec lui car il est également à la recherche d'Holst pour des raisons qui lui sont propres. Le maire va accepter et Gio va lui dire que peu importe ce qui lui arrive, l'île sera toujours l'endroit où elle retournera. Et c'est alors que nos deux héros vont commencer leur aventure en empruntant le pont de sel qui a été au final créé par le maire. Ce premier chapitre est incroyable. Déjà il fait 70 pages, je vous invite clairement à le lire car j'ai passé quelques moments drôles ou qui racontent un peu plus en précision la relation entre le maire, Gio et Holst. Mais ça pose incroyablement bien les bases, que ce soit présenter les deux protagonistes, le système de pouvoir et l'histoire. Qui est Holst? Pourquoi a-t-il tué le roi dragon? Qui est Néraïde? Passons au deuxième chapitre qui va peut-être répondre à certaines de ces questions. Après être partis de l'île, nos deux amis se retrouvent dans une ville sur une île et Gio est très contente d'enfin voir de nouvelles choses, pendant que Néraïde en apprend plus sur le monde. Gio rappelle cependant qu'ils sont des fugitifs et de ne rien faire qui pourrait les faire remarquer, puis elle voit de la glace. Les habitants remarquent que Néraïde est un homme dragon et Gio décide alors de le cacher pour qu'il soit plus discret. Puis Néraïde demande qu'est-ce que c'est les hommes dragons. Gio explique alors que les dragons de l'Anieka est une des 7 merveilles du monde et qu'ils ne naissent que dans ce pays. Ce sont des gens qui peuvent utiliser des pouvoirs spéciaux. Cependant, personne n'a jamais trouvé d'où venait la source des dragons et que ces pouvoirs ont fortement aidé à développer le pays. Pendant leur discussion, ils vont entendre un cri qui est en fait un enfant qui a perdu le contrôle de son chariot et Néraïde va foncer pour l'aider et à sa façon. Il va se présenter et dire qu'il s'entraîne pour devenir postier et qu'il s'appelle Polta, qu'un chien lui a fait peur et qu'il a lâché son chariot. Ils vont se balader en ville avec lui et en apprendre plus sur cette dernière. La ville elle est remplie de bâtiments colorés et Polta est quelqu'un qui adore parler de sa ville. Puis une altercation va éclater entre les wagonniers et les marchands, pour la raison que les wagonniers qui servent à transporter les marchandises dans la ville se font vieux et ne peuvent plus autant travailler, et que les marchands veulent installer des rails pour pouvoir avoir plus de visites et transporter leurs marchandises plus facilement, ce qui rendrait le travail des wagonniers inutile. Les choses vont s'échauffer et Néraïde va disparaître des côtés de Gio pour s'interposer entre les deux, en disant que ce n'est pas bien de se moquer du travail des autres et qu'on ne peut pas retirer ce que l'on a déjà dit, et que les wagonniers ne peuvent pas tout gérer à eux seuls. Il propose alors à ses deux voisins de trouver un arrangement ensemble. Tout semble beau, mais ça va ne pas plaire aux deux qui vont lui dire de partir de façon assez brutale. Le chef des wagonniers va jurer à Polta qu'il va tout faire pour sauver son avenir. Mais la vérité est que Polta va dire à Gio et Néraïde qu'il ne veut pas que la construction des rails s'arrête, car son rêve est de devenir un érudit, qu'il veut explorer des ruines et s'intéresser à l'histoire des villes, mais pour ça il a besoin d'aller dans une école sur le continent et qu'il a besoin du train pour y aller. Néraïde va encore une fois réussir à motiver quelqu'un en lui disant de ne pas renoncer à son rêve car c'est quelque chose de lâche et qu'il devrait essayer de parler de son rêve aux autres. On se retrouve alors devant une autre querelle des marchands et des wagonniers où un marchand va sortir un flingue pour espérer faire peur au chef des wagonniers, pour qu'il laisse le projet de train se faire. Un wagonnier va s'interposer et se faire tirer dans la jambe. Cependant, Gio va s'interposer de façon très originale en se faisant passer pour une riche touriste qui cherche à demander un travail à Polta sur un drôle de chariot. Polta va alors devenir un guide touristique de sa ville en expliquant tout ce qu'il y a à savoir sur la ville d'Aweira. Lui qui était si timide, il arrive à parler clairement et cela va choquer tout le monde. Cela était en fait une tentative de négociation que Gio a imaginée en remplaçant les wagons de marchandises par des wagons à touristes pour leur faire visiter la ville et les emmener où ils veulent. Le plan semble fonctionner et le chef des wagonniers va cependant refuser.
car le plan il est irréaliste et que même si la ville a de beaux paysages, il n'y aura jamais assez de touristes sur le long terme pour que ça marche. Que les enfants ne disent que les bonnes réponses, mais que les adultes ont déjà compris ces choses, mais ils ont renoncé. C'est alors que Néraïd va demander à Polta ce que lui, il veut faire. C'est alors qu'il va énumérer toutes les personnes qui habitent la ville en disant un petit détail sur eux, pour montrer à quel point il aime cet endroit et que les voir se déchirer le rend triste, et qu'il souhaite que tout change sans rien changer. Et il va alors dire qu'il savait que ça ne les toucherait pas assez, et il va alors leur montrer ce que Polta veut dire. Il va attraper les deux chefs et sauter à un tel point qu'ils vont pouvoir admirer toute leur ville et l'océan. Ce qui va étonnamment marcher et les deux vont alors décider de travailler ensemble vers un meilleur futur. Polta va alors remercier les deux dans un torrent de larmes. Pendant ce temps, Yerkes est toujours en vie et il doit absolument informer les siens que ce méprisable homme est toujours en vie. J'adore ce deuxième chapitre. Les dessins ils sont fantastiques, on en apprend un peu plus sur l'origine des hommes dragons et on ressent vraiment un sentiment de liberté que le manga essaie de pousser. C'est clairement une bonne mise en bouche pour la suite de l'aventure. Maintenant passons aux chapitres 3 et 4 qui redeviennent des chapitres plus courts mais qui restent d'une aussi bonne qualité. Un jour après avoir sauvé la ville avec Polta, nos deux héros sont pas d'accord sur la direction à prendre. Dio veut aller à la montagne car elle en a marre de voir la mer alors que Néraïd ne veut pas aller à la montagne car les insectes ont le goût de terre. Les deux avaient rendez-vous avec Polta qui arrive avec un look très particulier, qui soi-disant est supposé le rendre plus joyeux. Il croise d'ailleurs le chien qui lui a aboyé dessus et il prend la confiance pour aller le caresser, ce qui va pas marcher. Et Polta il va reperdre un peu de sa confiance. Les deux héros vont alors raconter qu'ils sont à la recherche de Yuri Holst, l'aventurier légendaire. Polta raconte que c'est dangereux car c'est un criminel qui va être recherché pour trahison. Mais Dio explique que c'est son père et qu'elle veut savoir quel genre d'homme il était en le rencontrant et que si c'est une mauvaise personne, elle va gérer ça et le frapper pour avoir laissé sa petite fille toute mignonne. En se baladant, les trois ils vont croiser une vieille femme gisant sur le sol. Ils vont alors voir si elle est encore vivante et Néraïd va décider de la réveiller pour voir ce qu'il se passe. Cependant, Polta va l'arrêter et dire qu'il y a une légende qui raconte que si on réveille quelqu'un qui parle en dormant, alors cette personne ne va plus jamais se réveiller. Néraïd est paniqué et Dio reste pragmatique et dit que c'est juste une superstition et que quelqu'un qui veut devenir un érudit ne devrait pas dire ce genre de choses. C'est alors qu'une chose sort du corps de la vieille femme en disant qu'il a fait une bonne sieste et qu'il a trouvé un petit bijou. Dio va avoir comme réaction de mettre une mandale à la chose en le traitant de monstre. Ils vont alors se retrouver avec la vieille femme et cette chose dans un bar. Et on va apprendre en fait que la vieille femme s'appelle Suzy et que c'est le dragon kangourou. Et qu'hier soir, elle et son fils sont allés dans un bar et se sont mis une murge. Pour s'excuser d'avoir fait peur à nos trois amis, ils proposent de payer pour le repas avec leur argent de poche, car c'est des kangourous. Néraïd raconte que c'est la première fois qu'il parle avec un homme dragon et qu'il voulait dire qu'il en était un aussi. Mais Dio le stoppe directement et lui dit qu'il faut garder cela secret. Suzy va alors dire qu'elle souhaite former une chevalerie. Les deux ne savent pas ce que c'est mais Polka va expliquer qu'il s'agit d'un groupe de justiciers approuvé par le gouvernement qui est dirigé par un homme dragon. C'est grâce à ce système que le royaume de Laniakea est dans un état de conflit paisible et que le gouvernement n'a pas à exercer beaucoup de pouvoir et que chaque région peut faire ses lois. Suzy nous explique que si tu bats l'homme dragon qui est en charge d'une région, alors cette région devient sous ton contrôle, ce qui revient à dire que c'est la loi du plus fort. Ce qui est un peu un rêve pour Suzy qui adore se battre. Et c'est là que Suzy va avoir un étrange sourire en disant que Néraïd a l'air fort et qu'ils savent que c'est un homme dragon et qu'elle voudrait bien se battre contre lui. Cependant, Néraïd il veut pas se battre car s'il frappe une vieille femme, il ne pourrait pas endormir. Mais c'est en disant ça que Suzy va lui asséner une énorme patate qui va l'envoyer valser, qui va chauffer Néraïd à se battre. On va alors suivre le combat où les deux se lancent des pics entre deux coups de poing. Néraïd va prendre l'avantage mais Suzy va lui dire que sa vue est trop étroite et c'est alors qu'elle va lui montrer une partie de son pouvoir qui consiste à fusionner sa main et sa queue afin de porter un coup immense à Néraïd. Ce qui va laisser Néraïd avec un sourire et il a juste un pas mal madame. Ok, il se passe tellement de trucs en 20 pages et on apprend encore sur le monde avec ce système de chevalerie et d'hommes dragons qui gèrent des régions. On voit encore que les idées de pouvoir d'hommes dragons semblent infinies, un dragon kangourou qui peut du coup utiliser une poche pour stocker des objets et des humains et fusionner sa queue avec sa main pour avoir plus de pouvoir, c'est assez cool et ça change clairement. Puis franchement le combat il est pas trop brouillon, c'est assez concis, globalement on voit 3 coups de poing mais au moins on ressent l'intensité du combat. Passons au dernier chapitre pour cette vidéo et je peux te le dire que si ce n'est pas encore le cas, tu vas clairement vouloir lire le manga. Le combat continue entre Suzy et Néraïd, où on nous explique que le dragon kangourou peut stocker plein de choses dans sa queue et que son bras est en fait la transformation de toute la force des muscles qu'elle a accumulés depuis petite. Elle va alors lancer une pierre à toute vitesse que Néraïd va éviter et en une fraction de seconde bondir sur lui pour lui asséner un coup de poing. C'est alors qu'elle va faire une feinte en détachant sa queue de son bras et en lui faisant un croche-patte pour lui asséner un coup de pied dévastateur.
Neraid va alors finir au sol et Suzy va se déclarer victorieuse. C'est alors que Neraid va se tourner sur le dos et dire que c'était génial. C'est la première fois qu'il voit quelqu'un combattre comme ça et qu'il saigne, et a autant mal, et qu'il veut continuer à se battre pour en savoir plus. Suzy dit alors qu'il en a dans le ventre et le combat continue. C'est alors que Neraid va montrer sa force en stoppant la main gigantesque de Suzy avec la force de sa poigne. Et il dit qu'il va maintenant lui donner le même traitement. C'est alors qu'il utilise la même technique en fusionnant sa main et sa queue et pour envoyer valser Suzy d'un énorme coup de poing. Le combat se termine avec Suzy qui dit qu'elle ne veut pas vivre en ayant la honte d'avoir perdu. Mais Neraid dit maintenant que qu'ils ont combattu, ils sont potes et qu'un combat a besoin d'un perdant et d'un vainqueur. Et le combat repart, un policier met les menottes à Suzy et lui dit qu'elle est en état d'arrestation. Car elle et son fils sont connus pour faire énormément de resto basket, ce qui met fin assez net au combat. Neraid il est dégoûté et Gio est juste allé se commander à manger. Le soir, Gio, Neraid utilisent le nouveau système de wagon de Polta et il leur a préparé le wagon le plus populaire pour eux. C'est alors que nos deux héros vont se retrouver à partir de la ville d'Aoeira en wagon vers de nouvelles aventures, même s'ils ne sont toujours pas décidés si c'était l'océan ou les montagnes. Comme ils n'ont toujours aucune piste pour trouver Yuri Holst, ils peuvent prendre le temps de visiter les deux. Gio est alors curieuse de savoir pourquoi Neraid veut rencontrer Holst. Mais il s'est endormi et c'est alors qu'il va parler dans son sommeil. C'est alors que Neraid va dire quelque chose de très troublant. Neraid 1, tu lui as donné un bon nom, comme je l'attendais de mon enfant. Tu as bien fait de le rencontrer, mis à part quelques mini-dérapages, tout se passe selon le plan. Mon nom est Yuri Holst, je vais vous donner à tous les deux vos rôles. Une bonne fin de chapitre sur un bon cliffhanger. Ce chapitre il est très cool, on a encore du combat qui montre que les dessins sont magnifiques, les combats sont clairs, et Neraid il en a sous le coude. Pour ce qui est de l'avancement de l'histoire, on continue donc le périple vers un prochain lieu, en recherche d'indices sur où se trouve Yuri Holst, qui a, de ce qu'on peut le voir sur la fin du chapitre, un lien étrange avec Neraid. C'était les 4 premiers chapitres de Galaxias, c'est super prometteur, je vois clairement le potentiel, surtout en ayant lu les quelques chapitres d'après, qui sont clairement plus un vrai arc, plutôt qu'une histoire qui se passe en 2 chapitres. On ressent clairement la vibe One Piece avec Neraid qui, comme Luffy, est un peu simplet, qui donne du courage aux autres et l'envie d'aventure. J'espère vraiment qu'une maison d'édition va prendre le filon et nous sortir les tomes en France. Je vous invite, si ces 4 chapitres vous ont plu, à lire la suite. Et moi je vous dis à la prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu.